tous, je m'appelle Marie, je suis interne et je vais vous parler des désordres ioniques. Aujourd'hui, on va surtout faire l'hypokaliémie. Donc, vous savez que le potassium, c'est un ion qui est plutôt très présent en intracellulaire, puisque dans notre plasma, on n'a que entre, pour les normes de labo, 3,5 et 5,0 millimoles par litre, l'ensemble de notre potassium étant concentré dans nos cellules. Ça, c'est par opposition au sel. Vous savez que le sel, pour le coup, on en a surtout dans le volume plasmatique, puisque les normes de labo, c'est 135, 145 millimoles par litre. C'est pour ça qu'une des grandes causes d'hypokaliémie, ça va être les problèmes de transfert. Donc il y a beaucoup de transferts qui se font du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire et inversement, ce qui fait que on peut avoir une majoration de notre kaliémie dans tous les phénomènes qui conduisent à la destruction de nos cellules, que ce soit les garrots trop serrés ou le fait qu'on mette du temps à acheminer le tube de prélèvement au laboratoire, mais également toutes les situations pathologiques de lyse cellulaire, les syndromes de lyse après les chimiothérapies, les rhabdomyolyses, les brûlures, etc. Et à l'inverse, on a des transferts intracellulaires massifs qui sont à l'origine d'hypokaliémie. Donc c'est la première cause, c'est l'hypokaliémie de transfert, avec du coup le passage de notre potassium de notre secteur extracellulaire vers notre secteur intracellulaire. Ça peut être lié à un effet adrénergique, essentiellement endogène, quand c'est nous-mêmes qui sécrétons des catécholamines, par exemple dans le phéochromocytome. Vous savez qu'un des critères diagnostiques, c'est de doser les catécholamines urinaires et sanguines pour voir si on en a trop, mais c'est également toutes les situations de stress avec la stimulation du système sympathique, donc l'infarctus du myocarde, un traumatisme crânien, le délirium tremens. On peut également avoir un effet adrénergique iatrogène, par exemple avec la stimulation de nos récepteurs bêta, avec donc un effet bêta-adrénergique, ce qui est le cas quand on traite les gens par salbutamol, que ce soit pour l'asthme ou pour les menaces d'accouchement prématuré, ou également les traitements par théophiline, mais qui est un vieux médicament de la BPCO que vous ne trouverez plus. Mais vous savez que, par exemple, un des traitements de l'hyperkaliémie, c'est bien les aérosols de salbutamol. Autre effet adrénergique, par exemple la dobutamine, qui est une amine qu'on donne dans les problèmes de débit cardiaque, qui a un effet chronotrope positif et un effet vraiment sympathico-mimétique. L'insuline est également à l'origine d'hypokaliémie de transfert, puisqu'elle active la pompe NAK-ATPase. Et enfin, tout ce qui est forte stimulation de l'hématopoïèse, parce qu'on va fabriquer un grand nombre de cellules qu'il va falloir charger en potassium, et donc on va utiliser nos stocks de potassium au niveau plasmatique pour les transférer dans ces nouvelles cellules. Donc c'est essentiellement les traitements par GCSF ou quand on recherche fortement des carences en vitamines. Juste une petite notion sur les fausses hypokaliémies de transfert, où le transfert se passe une fois que le sang a été prélevé, donc dans le tube d'ETA, et ça se fait quand il y a beaucoup de cellules. Donc c'est essentiellement dans des contextes de leucémie hyperleucocytaire, les LAM4, les LAM5, avec des délais de traitement du prélèvement un peu allongé, puisque du coup il y aura le temps pour le potassium qui était en extracellulaire de passer dans les nombreuses cellules qu'il y a dans le tube. Ensuite, comme cause, on a les hypokaliémies par échange. Donc là, typiquement, on a la situation de l'alcalose, ici une alcalose métabolique, puisque vous voyez qu'on a un excès de bicarbonate. Alors, quand est-ce qu'on est dans ces situations? Eh bien, tout simplement déjà quand on n'arrive pas suffisamment à excréter nos bicarbonates, essentiellement dans les contextes d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, en plus de l'absence d'excrétion rénale, on va avoir une réabsorption de bicar, puisqu'on a ce qu'on appelle l'alcalose de contraction qui est secondaire à une déshydratation extracellulaire. On perd du sel, on perd du chlore, donc on va avoir un hyperaldostéronisme secondaire à cette hypovolémie. Et en fait, l'hyperaldostéronisme va être à l'origine d'une réabsorption de bicarbonate. Donc ça va entretenir l'alcalose. On peut aussi avoir un excès d'apport exogène avec des perfusions massives de bicarbonate de sodium ou également l'apport de grosses quantités de citrate, par exemple quand on fait des transfusions massives. Donc quelle va être la réponse? On est en alcalose, donc notre objectif c'est de restaurer de l'acidité dans le volume plasmatique, donc on va ramener des protons, des H+, et c'est un échange d'un H+, contre un ion potassium, et c'est pour ça qu'on va faire rentrer le potassium en intracellulaire et être à l'origine de l'hypokaliémie. Les alcaloses respiratoires peuvent également donner ce genre de problème, donc vous savez qu'on perd du CO2 dans des phénomènes d'hyperventilation. Là, la réponse va être exactement la même, on est en alcalose, il faut qu'on récupère des protons, et donc ça se fait par échange avec un ion potassium. Ensuite, on a les hypokaliémies par perte. Là, ça devient un petit peu plus compliqué, puisqu'il faut savoir où est-ce qu'on perd notre potassium.
Pour ça, on regarde le ionogramme urinaire. Si la kaliurèse est adaptée, c'est-à-dire qu'elle est basse, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'avoir une fuite urinaire de potassium, c'est-à-dire que la perte, elle est au niveau digestif. C'est ce qu'on retrouve dans les diarrhées aiguës, dans les fistules ou dans les drainages. Et là, j'attire votre attention, quand il y a des vomissements itératifs, c'est pas une cause de perte digestive de potassium, parce que finalement, on a très peu de potassium dans notre liquide gastrique. Par contre, le fait de vomir, ça va nous faire perdre du sel, perdre du chlore, ça va nous déshydrater, et ça va du coup être à l'origine d'une alcalose de contraction, qui elle va générer l'hypokaliémie de transfert dont on vient de parler, mais également de la perte urinaire par un hyperaldostéronisme secondaire. C'est ce qu'on va voir après. Donc justement, quand la kaliurèse elle est inadaptée, on est à plus de 20 millimoles par litre, c'est qu'on a une fuite urinaire de potassium. Donc là, il y a plein de causes différentes, et globalement, donc ça veut dire qu'on a une perte rénale, il faut regarder un petit peu le contexte. Est-ce que le patient, il est plutôt hypertendu ou plutôt hypotendu, versant déshydraté? Ensuite, on va regarder s'il est plutôt acide ou s'il y a plutôt une alcalose. Et enfin, on va regarder la chlorurie si on est dans un contexte d'alcalose. Typiquement, quand on a une perte rénale chez un patient hypertendu, c'est des problèmes d'aldostérone. C'est une sécrétion anormale d'aldostérone, soit par un hyperaldostéronisme primaire, donc dans des contextes d'adénome ou d'hyperplasie des surrénales. L'aldostérone, c'est sécrété par le cortex de la surrénale. Mais ça peut être aussi un hyperminéralocorticisme, parce que quand on a des glucocorticoïdes en excès, ils ont une action sur les récepteurs à l'aldostérone, donc le syndrome de Cushing, les syndromes adrénogénitaux, mais également, vous gardez ça dans un coin de votre tête, la réglisse, elle augmente pas notre taux de corticoïdes, mais elle va entraîner une inhibition d'une enzyme qui est la 11-bêta-HSD2 et qui finalement va donner le même effet. On a aussi les hyperaldostéronismes secondaires à des causes d'hypertension, donc l'HTA-maline et la sténose des artères rénales. Et vraiment plus hors programme, le pseudo-hyperaldostéronisme, où en fait là, il n'y a pas trop d'aldostérone, mais on a une mutation qui va concerner directement la cellule du tube collecteur, ce qu'on retrouve dans le syndrome de Liddle. On fait un petit rappel sur quel est le rôle de l'aldostérone. Donc vous savez qu'elle est dans le système rénine-angiotensin-aldostérone. La rénine active l'angiotensine 1, puis l'angiotensine 1 est convertie en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion. Et cette angiotensine 2 va stimuler la production d'aldostérone par notre cortex surrénalien. L'objectif de l'aldostérone, c'est de récupérer du sel et de récupérer de l'eau. C'est pour ça que le premier message d'activation du système rénine-angiotensin-aldostérone, c'est l'hypovolémie. C'est quand on est déshydraté et qu'on a besoin de réabsorber du sel. Donc l'aldostérone agit au niveau de la cellule principale du tube collecteur. Là à gauche vous avez l'urine et à droite vous avez le sang. Sur cette cellule du tube collecteur, on a l'ENaC qui a un canal qui permet de récupérer du sel, et on a un ROM qui permet de pisser du potassium. Et de l'autre côté, on a la fameuse NAK-ATPase qui échange du sel contre du potassium. Quand on a notre récepteur à l'aldostérone qui est stimulé par l'hormone, ça va stimuler ENaC et la NAK-ATPase. Donc on va réabsorber énormément de sel, et en échange, on va perdre du potassium, et tout ça va conduire à une fuite urinaire de potassium. Ensuite, si par contre le patient il est normotendu et qu'on est bien sûr dans un contexte de perte rénale de potassium, on regarde s'il est acide ou alcalin, et dans les contextes d'acidose métabolique, ça va être globalement de l'acidose tubulaire rénale, donc avec une tubulopathie qui nous fait perdre du potassium, qui nous fait perdre aussi plein d'autres ions. Vous connaissez le syndrome de Fanconi par exemple, mais c'est quand même des causes assez rares. Et on a l'acidocétose diabétique. A l'inverse, quand le patient il est plutôt hypotendu, souvent on a plutôt un contexte d'alcalose. C'est la fameuse alcalose de contraction dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, on va regarder du coup la chlorurie pour savoir si l'alcalose de contraction elle est plutôt secondaire à quelque chose de digestif ou à quelque chose d'urinaire. Quand la chlorurie est basse, c'est qu'on perd notre chlore au niveau digestif, et c'est là qu'interviennent le problème des vomissements itératifs, mais également les diarrhées chroniques à chlore qu'on retrouve dans la mucoviscidose. A l'inverse, si la chlorurie est haute, qu'on pisse également du chlore, ça veut dire qu'on perd tout au niveau urinaire, et ça va être en première cause les diurétiques. Vous savez que les diurétiques de l'anse, les diurétiques thiazidiques, ils sont hypokaliémiens. Souvent on donne du Diffuca en plus de fortes doses de Lasix. Mais ça va être également de l'hyperaldostéronisme entre guillemets adapté, puisqu'il sera secondaire à une hypovolémie, avec du coup l'alcalose de contraction associée. Et enfin l'hypomagnésémie, et ça c'est très important notamment pour le traitement de l'hypokaliémie. Notre rein il est incapable de réabsorber du potassium s'il n'a pas de magnésium. Et enfin, les hypokaliémies par carence d'apport, ça c'est extrêmement anecdotique, et c'est d'ailleurs finalement quasiment
jamais isolée, il faut toujours penser à une autre cause et donc toujours la rechercher, donc conduire exactement le même raisonnement. Les symptômes de l'hypokaliémie. Donc l'hypokaliémie va générer une tendance au transfert de potassium vers l'extracellulaire. Du coup, on va avoir une espèce de sortie prolongée de potassium et ça va conduire à une hyperpolarisation membranaire. Notre membrane étant hyperpolarisée, ça va entraîner un retard à la repolarisation. Et ça sur toutes nos cellules. Et du coup, ça va se voir au niveau des symptômes sur nos cellules musculaires striées. Le retard à la repolarisation va être à l'origine de crampes, de myalgie, voire d'authentiques rhabdomyolyse. Mais également sur nos cellules musculaires lisses, on va être constipé, on va avoir des ileus paralytiques, on va avoir une retard de reprise du transit dans la période post-opératoire, on peut même avoir des rétentions aiguës d'urine. Et ce qui fait toute la gravité de l'hypokaliémie, c'est ce retard de repolarisation sur les cardiomyocytes, puisque la membrane étant hyperpolarisée ne se dépolarisant pas précocement, ça va faire le lit de l'hyperexcitabilité cardiaque. Donc les signes ECG de l'hypokaliémie. Donc d'abord les signes de retard de repolarisation. Ça va être donc tout ce qui concerne le segment ST et l'onde T, tout ce qui se passe après le QRS. Donc on va avoir d'abord une dépression du segment ST, un affaissement, voire une inversion de l'onde T, et on peut avoir l'apparition carrément d'une onde U après l'onde T, qui est pathologique notamment si elle survient en V3 et en D3. Et on a aussi un allongement du QT qui est du coup ce retard à reprendre une repolarisation normale. Tout ça, ça va être un risque de générer de l'hyperexcitabilité globale, à la fois ventriculaire et supraventriculaire, surtout quand les patients cumulent des facteurs de risque d'hyperexcitabilité, donc par exemple qu'ils manquent de magnésium, qu'ils viennent de faire un infarctus, qu'ils ont une hypertrophie ventriculaire gauche, qu'ils prennent des antiarythmiques. Et donc l'hyperexcitabilité ventriculaire, c'est des ESV, des extrasystoles ventriculaires, de la torsade de pointe, de la tachycardie ventriculaire, voire de la fibrillation ventriculaire, mais également de l'hyperexcitabilité supraventriculaire avec des risques de passage en fibrillation atriale ou de la tachycardie sinusale. Donc là, on a un électrocardiogramme typique d'hypokaliémie avec, vous voyez, l'apparition de l'onde U qui est pathologique puisqu'elle survient en V3. Et on voit également un début d'affaissement, voire d'inversion de l'onde T, surtout ici en latéral haut. Ça, c'est un ECG de torsade de pointe, avec déjà, on voit un allongement du QT important, et bam, la première OSV et le passage en torsade de pointe. Là, le traitement, c'est d'administrer rapidement du sulfate de magnésium. Le traitement, globalement, de l'hypokaliémie, c'est assez simple. Il faut tout simplement traiter la cause et surtout apporter du potassium. Apporter du potassium et apporter du magnésium, puisqu'on a dit que c'était important de restaurer également son stock de magnésium. L'apport, il doit toujours se faire par la bouche si le patient est capable d'en prendre par la bouche et la voie intraveineuse est utilisée quand il y a vraiment de l'urgence à restaurer la kaliémie, notamment s'il y a l'apparition de signes ECG. On fait attention quand on donne du potassium par la voie veineuse parce que c'est vénotoxique, on a un vrai risque de nécrose cutanée ou de thrombose veineuse superficielle. Donc sur une voie veineuse périphérique, on peut faire maximum 3 grammes par litre à passer sur 4 heures. Donc ça fait qu'on ne peut pas non plus supplémenter très rapidement les gens. Donc vous comprenez que si on a des hypokaliémies sévères, il va falloir qu'on balance énormément de potassium, donc il va falloir monitorer le patient, qu'il soit scopé, et éventuellement qu'on discute de lui poser une voie centrale pour pouvoir passer de grosses doses de potassium. Donc dans un dossier, il ne faut pas oublier qu'il va falloir transférer le patient dans une unité où on va pouvoir faire tout ça, c'est-à-dire les soins intensifs ou la réanimation. Voilà, j'espère que c'était clair, je vous remercie pour votre attention, à bientôt.